Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de présentation du portail du participant au programme européen pour la recherche et l'innovation Horizon 2020. Fabienne Davran du pôle Aerospace Valley, qui est point de contact national pour les transports, et Marion Beaulieu de l'ANRT, point de contact national juridique et financier, animeront ce webinaire. Jérôme Billet, point de contact national pour les PME, délégué général de l'ASRC et de France Innovation, animera la partie questions qui aura lieu en fin de webinaire. Vous disposez d'un module de questions-réponses sur la plateforme. N'hésitez pas à formuler les questions que vous souhaitez poser aux intervenants. Comme évoqué, nous les relayerons à la fin du webinaire. Les slides vous seront envoyés à la suite de ce webinaire, donc 1 heure ou 2 après la présentation. Et vous pourrez également avoir accès au replay de ce webinaire. Je vais donc passer la parole à Fabienne et je vous souhaite un très bon webinaire. Bien, bonjour à tous. Donc, ravi de vous retrouver sur ce webinaire. Alors, je fais quelques petits ajustements, oui, m'excuser. Voilà, donc ce webinaire, vous l'avez compris, c'est pour vous parler du portail du Funding and Tender Opportunity Portal, qui donc est une interface absolument unique pour tout ce qui traite de recherche, de développement et d'innovation financée par la Commission européenne. Interface unique, donc c'est vraiment un très bel outil où on va tout trouver finalement, toutes les fonctionnalités, que ce soit pour avoir de l'information sur les appels à projets, ce qu'on appelle donc la partie funding, mais aussi la partie appel d'offres, peut-être certaines fonctionnalités peut-être méconnues de certains d'entre vous, mais les call for tender, c'est-à-dire les marchés publics européens, sont aussi présents sur cette plateforme. C'est également l'endroit où vous allez trouver toutes les guidelines pour candidater, comment participer, avec un très bel outil qui s'appelle donc le manuel H2020 en ligne, qui est extrêmement bien conçu. Également sur ce portail, vous aurez accès aux projets et aux résultats avec là encore un très bel outil qui s'appelle le dashboard et qui en fait recense toute l'information sur les projets européens et les financements avec des possibilités de filtre très intéressantes, on y viendra plus tard. Tous les outils de support également pour vous aider à candidater. C'est par ce portail que vous passerez également pour vous inscrire en tant qu'expert évaluateur et pour gérer aussi tous vos contrats d'expertise. Vous trouverez donc encore une fois donc tous les supports et également un espace avec un login, un accès codé pour soumettre électroniquement vos propositions et si vous les gagnez, pour gérer électroniquement vos projets et déposer vos livrables. Voilà, alors je vous ai mis ici un screenshot de ce portail, hein, c'est l'écran qui apparaît quand vous connectez. Alors je vais essayer de vous faire une petite démo en ligne sur ce portail. Voilà, nous y sommes. Ah, cette fois, je vais revenir sur l'interface. J'avais fait des petits tests avant. Alors, veuillez m'excuser pour cette mise à jour, mais l'idée, c'est quand même de vous montrer en live à quoi ressemble ce Funding and Tender Opportunities Portal. Il y a toujours un petit peu de latence sur l'ouverture. Voilà. Donc, ici, quand vous vous connectez, vous tombez sur cette page. Je vais revenir sur la home. Voilà. Donc, vous avez effectivement ici... alors, il faut juste que... Alors, j'ai un petit problème de... M'excuser. Il faut juste que je me délogue. J'avais fait un petit test avec la partie log. Veuillez m'excuser. Hop, nous allons y être. Voilà, voilà. Donc, quand vous vous connectez, que vous tapez donc l'adresse qui figure ici en haut, que vous aurez également sur les slides, vous obtenez cette page. Donc, vous voyez que vous avez toutes les fonctionnalités ici avec toujours le retour au menu de base, la page Home. Vous avez donc ici la fonctionnalité pour notamment trouver les call for proposal qui peuvent vous intéresser.
Donc, si vous cliquez ici, Search Funding, voilà, vous allez arriver sur cette page qui vous présente en fait les appels à projets. Donc, sur cette page, vous avez donc recensé tous les appels à projets ou les call for tender également. Vous voyez ici grants ou tender. Donc, quand vous cherchez un appel à projet, il faut bien sûr cocher grants. Et cette page donc recense l'ensemble des appels, qu'ils soient à venir, qu'ils soient ouverts en cours ou qu'ils soient fermés également. Donc, vous avez des possibilités de tri qui vous permettent de sélectionner les appels selon leur état actuel de parution. Vous avez également la possibilité de filtrer ces appels par programme. Hein, si vous savez déjà sur quel programme de financement vous voulez travailler, vous pouvez utiliser la fonctionnalité filtre. Bon, ici, vous avez une fonctionnalité filtre pour les call for tender. Voilà. Quand vous avez également la possibilité de vous abonner au flux RSS. Donc ici, vous avez deux petits icônes que je suis en train de vous montrer avec la souris qui vous permettent de vous abonner au flux RSS, c'est-à-dire d'avoir des alertes quand les appels sont publiés. Voilà, vous avez également donc pour chaque topic ici, donc chaque appel, vous allez, si vous cliquez sur donc un appel en cours, alors je vais pour vous montrer cocher la fonctionnalité ouverte. Donc si ça veut bien fonctionner, voilà. J'enlève donc les cases forthcoming, donc appel à venir ou appel fermé, et je me retrouve donc sur la liste de tous les appels qui sont actuellement ouverts, sans aucun filtre pour le coup de programme. Donc, si j'ouvre un topic, prenons le premier au hasard qui est l'appel qui concerne le Fast Track to Innovation, qui est un appel transverse qui concerne le développement industriel de l'innovation, eh bien, vous allez arriver sur ce type de page. Vous avez donc ici en haut un rappel sur les différentes les caractéristiques de l'appel avec des deadlines. Alors cet appel-là est un peu particulier parce qu'il y a plusieurs moments dans l'année où on peut candidater. Vous avez ici, donc si je descends, les topics, tous les documents qu'il vous faut connaître en fait pour candidater à l'appel, avec à chaque fois ici sur ce menu ici en vertical le rappel de ce que vous allez pouvoir dérouler ici en horizontal. Donc topic description, n'hésitez pas à cliquer sur show more parce que l'interface ne peut pas tout montrer, donc voilà, il faut vraiment ne pas oublier de cliquer sur show more. Voilà, ici les topic conditions and documents, également tous les templates, notamment les formulaires qu'il vous faut suivre pour candidater, c'est par ici que vous les trouverez. Vous trouverez également toute l'information liée aux conditions d'éligibilité, aux conditions d'évaluation, par exemple. Voilà, donc il faut vraiment pas hésiter à dérouler. Vous pouvez toujours ensuite montrer moins, show less. Voilà. Ensuite, vous avez aussi sur cette page un outil que la commission a mis en place qui concerne la recherche de partenaires. Vous avez ici l'outil recherche de partenaires. Donc, si vous cliquez, vous allez pouvoir voir toutes les entités qui ont manifesté leur intérêt pour cet appel. Alors, personnellement, je vous encourage plutôt à vous référer au PCN pour la recherche de partenaires parce que cette fonctionnalité, bien, elle a le mérite d'exister, mais on va trouver dessus des entités qui se mettent un peu sur tous les topics. Donc, il y a, de mon point de vue, un manque de qualification de cette fonctionnalité Partner Search. Il me semble plus adéquat de passer par d'autres d'autres services, comme notamment ceux des points de contact nationaux. Voilà, donc ensuite, je voulais également vous montrer sur ce portail une possibilité, alors je reviens sur Home, quelque chose que parfois les gens cherchent beaucoup et ne trouvent pas, c'est tout ce qui est dédié au Financial Support to Third Party. Donc ces projets-là sont des projets qui concernent particulièrement les PME et qu'il me semble intéressant de vous montrer. Donc pour y arriver, il faut que vous sélectionnez l'onglet
Horizon 2020, puisque ces programmes-là sont partie prenante du programme Horizon 2020. Et ici, vous descendez et vous avez le lien donc vers ces Call for Third Parties. Donc très rapidement, puisque c'est pas quand même l'objet de ce webinaire, mais les Call for Third Parties, c'est des projets, des appels à projets qui concernent les PME et donc qui viennent d'appels cascade funding, c'est-à-dire de projets. La Commission européenne finance des projets qui ont ensuite pour vocation de financer d'autres projets de PME. Donc ici, vous trouverez tous ces appels et vous avez encore une fois des possibilités donc d'informations sur ces third parties. Revenons à les fonctionnalités premières du portail. Vous avez ici l'onglet How to Participate. Donc, cette How to Participate est extrêmement utile parce que vous allez trouver dessus toutes les fonctionnalités pour vous aider à comprendre comment on soumet une proposition européenne avec tout un tas de supports. Donc, ici, vous avez le rappel sur cette ligne de toutes les étapes. Donc, trouver un call. Je n'y reviens pas puisque je vous ai montré sur la fonctionnalité Search Funding comment on accédait au Call for Proposal, Call for Project. Vous avez ici donc la deuxième étape, Find Partner. Donc, on a vu également la search functionality. Vous avez ensuite donc les key steps. Vous y êtes ici, les différents key steps. Vous avez ensuite une partie reference document. Donc reference document. Donc ça, on va y venir. Je voulais juste donc, ce sont tous les documents qu'il vous faut connaître pour déposer une candidature de projet européen. Juste un petit focus sur le online manuel. Vous avez ici l'onglet online manuel qui est extrêmement utile, qui va vous décrire pas à pas tout ce qu'il faut connaître, toutes les marches à suivre pour candidater sur ce portail. Vous avez ici toute l'arborescence, donc comment trouver un appel, comment soumettre une proposition, comment ça se passe à partir de l'évaluation de la proposition jusqu'à la signature du contrat pour les projets qui sont retenus, etc. Vous avez également ici toute l'aide sur la gestion du grant. Voilà, plus d'autres informations très utiles. Comment est-ce qu'on devient un expert évaluateur. Voilà, donc n'hésitez pas également à dérouler parce que l'information, ça peut peut-être être un peu trompeur, mais l'information, elle arrive tout au bas des pages. Et vous verrez que ce manuel en ligne est extrêmement utile et plutôt bien fait. Voilà, donc je vais maintenant sur l'onglet Reference Document. Donc, Reference Documents. Voilà, c'est tous les documents en fait qu'il vous faut connaître pour en fait candidater à un appel à projet. Voilà, donc il faut également sélectionner un programme. Alors, je vais prendre l'exemple d'Horizon 2020 puisque c'est le programme sur lequel nous autres, les PCN, nous travaillons le plus. C'est le programme cadre pour la recherche, le développement et l'innovation en Europe. Voilà, donc quand vous cliquez ici sur Horizon 2020, vous avez tous les documents de référence que vous trouverez d'ailleurs par ailleurs également notamment dans les appels à projets. Mais si vous voulez les connaître de manière plus générique, c'est sur cet onglet qu'il vous faut cliquer. Vous avez tous les modèles tous les work programmes en cours, les modèles de grant, tous les documents de guidance. Pardon, les templates aussi, ça peut être intéressant de les retrouver par ici. Et une zone dédiée aux experts. Bien. Ensuite, Participant Register. Alors, cet aspect d'enregistrement va être évoqué plus en détail par Marion en suivant. Mais je vous montre quand même déjà les fonctionnalités. Vous avez donc ici la partie Register, la partie qui concerne l'enregistrement du participant. Voilà, donc pour pouvoir candidater sur ces projets européens, Marion va vous le décrire plus en détail, mais il vous faut vous enregistrer sur cette plateforme, il vous faut obtenir
un certain nombre d'informations, comme un compte ECAS. Hein, il faut avoir un compte ECAS, donc un code pour l'authentification de votre authentification sur ce portail. Et ensuite, il vous faut enregistrer votre société et demander un PIC, un Participant Identification Code, qui donc vous permettra de déposer un dossier. Voilà, donc ça, c'est cette partie-là, Participant Register. Vous avez cette fonctionnalité qui permet d'enregistrer votre organisation. Quand on dit enregistrer, c'est donc enregistrer électroniquement votre entité. Vous avez l'endroit où vous pouvez vérifier si votre entité a déjà un PIC, donc un Participant Identification Code. Voilà. Ici également, encore une fois, la partner search que nous avons évoqué tout à l'heure au début, qui permet également donc de retrouver, de voir qui sont les entités qui ont manifesté leur intérêt pour des calls, donc avec un tas de fonctionnalités ici, par topic, par appel. Vous pouvez également filtrer par organization name, voilà, donc tout un tas de fonctionnalités. Voilà, donc au niveau du troisième onglet ici, Project and Results, c'est là que vous avez trouvé toutes les informations liées à la publication aux statistiques et à la mise en mise en lumière donc de tous les financements qui ont été accordés par la Commission européenne sur ce programme donc Horizon 2020, avec ce fameux dashboard qui est ici, qui est un outil très puissant qui permet donc, qui recense l'intégralité des projets qui ont été accordés, des infos sur ces projets, les montants, les sujets, les thématiques, les participants et également les financements accordés, avec des possibilités de filtres très divers. Ça intéressera particulièrement les accompagnants de l'innovation qui sont peut-être présents sur ce webinaire. Je pense par exemple aux agences d'innovation pour voir un petit peu l'état des financements accordés pour leur région, par exemple. Voilà, donc ce dashboard, il est très très bien fait, il est peut-être un petit peu complexe à manipuler, donc il faut y passer un petit peu de temps. Il y a quand même des outils, des guides, des FAQ, etc. qui ont été publiés, mais il y a également des webinaires. Il y aura potentiellement un webinaire spécifique sur ce Horizon Dashboard qui sera organisé peut-être par les PCN d'ici le deuxième trimestre de cette année. Ça reste encore à programmer. Voilà, vous avez également donc sur cet espace donc du portail, sur cette première barre, vous avez également l'espace qui est dédié aux experts évaluateurs. Voilà, donc je rappelle que dès lors qu'on a une expertise à proposer, on peut bien évidemment candidater au rôle d'expert évaluateur de la Commission européenne. Donc si ce rôle vous intéresse, cette fonction vous intéresse, eh bien c'est sur ce portail que vous allez encore une fois, vous connecter pour vous enregistrer. Hein. Vous avez ici toute la page dédiée aux experts. Donc, vous avez ici la fonctionnalité Register as an Expert. Vous avez tout un tas d'informations qui sont intéressantes à connaître aussi avec les calls for expression of interest, puisque la Commission européenne publie régulièrement des appels pour constituer des pools d'experts. Donc, c'est ici que vous allez retrouver également toutes ces infos. C'est sur cette interface aussi que vous avez l'info logistique, hein, puisque pour les évaluations qui se passent à Bruxelles, il y a tout un tas d'informations à connaître. Voilà, et puis des FAQ, des guides, des méthodologies pour ce rôle d'expert. Voilà, donc je pense que j'en ai terminé pour ma première partie. Je pense que maintenant, Marion, la parole est à toi. Voilà, je laisse nos partenaires du PCN-PME effectuer la logistique.
Oui, alors je pense que, bonjour, je pense que Marion doit activer son son, ça doit être le cas Oui, maintenant. oui, Voilà. c'est bon. Voilà, C'est bon, bonjour. on est parti. Je prends la main du coup maintenant, une fois que Fabienne vous a présenté le portail dans son ensemble, pour vous parler des services qui sont accessibles avec un compte EU Login. Alors vous entendrez parfois la dénomination compte ECAS, qui veut dire European Commission Authentication System. C'est l'ancien nom du compte EU Login, mais ça veut dire la même chose, donc ne soyez pas surpris d'entendre l'une terminologie ou l'autre. Donc, ces services accessibles, quels sont-ils? Vous pouvez avoir accès au système de soumission des propositions depuis la page utopique, comme Fabienne vous l'a montré. Et donc, une fois connecté, vous aurez accès aux informations sur votre proposition qui ne sont pas publiques. Vous avez accès aussi au registre des participants, Participant Register, service qui vous permet d'enregistrer votre organisation et d'obtenir un PIC, un Participant Organization Code, qui est en quelque sorte un numéro d'identification par entité bénéficiaire. J'y reviendrai un peu plus tard. Par votre EU Login, vous avez aussi accès, en cas de succès à un appel, au service qui vous permet la signature électronique de la convention de subvention et service qui vous permet aussi de gérer vos projets européens, de soumettre vos livrables et reporting technique et financier. Plus généralement, c'est aussi par ce compte que vont s'effectuer vos échanges avec la Commission européenne. Et enfin, comme Fabienne vous le disait, les experts ont aussi un compte qui leur permet de mettre à jour leurs informations sur leur contrat et de vérifier les paiements effectués par la Commission européenne. Donc, ce compte, comment y accéder? La procédure est assez simple. Vous retournez sur la page d'accueil du portail du participant et vous avez en haut à droite un encart Login et un encart Register. Si vous n'avez pas encore de compte, vous cliquez sur Register et là, on va vous demander votre prénom, nom, adresse email, un code de sécurité et ensuite de confirmer votre demande de création de compte. Suite à ça, un email va vous être renvoyé avec un lien d'activation qui vous demandera un mot de passe et de confirmer ce mot de passe. Enfin, un mail vous sera donc envoyé en confirmant votre accès et vous pourrez retourner sur la page de participants, cliquer sur Login et là, comme je le fais maintenant pour moi, et donc vous loguer sur le portail. Voilà, ça prend toujours un petit peu de temps. Et là, ce que vous voyez par rapport à avant, c'est que vous avez un espace Manage My Area. Et sur cet espace, vous aurez du coup des informations concernant votre organisation, des informations sur les propositions que vous aurez soumises, des informations sur tous les projets auxquels vous avez accès et que vous gérez via le portail, une rubrique notification. Et c'est aussi par cet accès Manage My Area que les experts peuvent gérer leur compte. Donc je reviens à la présentation et vous verrez que je vous ai mis des captures d'écran pour vous aider dans la création de ce compte. Ensuite, la création du PIC, puisque votre compte qui est individuel vaut pour vous, mais il faut aussi pouvoir identifier votre organisation sur le portail à travers donc, ce fameux PIC, le Participant Identification Code. Il est obligatoire pour déposer une proposition et participer à un projet européen. C'est en quelque sorte le numéro d'immatriculation d'une organisation auprès de la Commission européenne. Il est composé de 9 chiffres. Si vous ne savez pas si votre entité est enregistrée, il faut le vérifier et vous avez la possibilité de le faire. Fabienne vous l'a montré tout à l'heure dans la rubrique How to Participate et le Participant Register. Vous avez cette fonctionnalité ici que je vous montre avec la souris, rechercher un PIC. Ici, je peux vous montrer en direct aussi, donc How to Participate, Participant Register. Rechercher un PIC. Là, on va vous demander le nom de votre organisation,
et de sélectionner votre pays. Le système vous sortira ensuite toutes les entités avec un nom qui ressemble au vôtre et qui ont un PIC sur le portail. C'est là que vous pourrez vérifier si votre organisation a un PIC. Si ce n'est pas le cas, vous retournez sur le Participant Register et vous cliquez sur Register Your Organization. Alors, suite à ça, un PIC vous sera attribué, mais attribution ne vaut pas validation. À l'issue de l'enregistrement, votre PIC qui vous sera attribué aura un statut de déclaré mais non valide, declared not valid. Ce n'est pas grave au stade de la proposition et c'est même normal. Avec un PIC declared not valid, vous pouvez tout à fait soumettre une proposition. La validation interviendra uniquement si votre proposition est évaluée positivement et que vous allez signer une convention de subvention avec la Commission européenne. Concrètement, comment se fait l'enregistrement d'une entité? C'est une procédure qui dure 5 à 10 minutes et c'est assez pratique puisque le système vous offre la possibilité de commencer l'enregistrement et de l'interrompre pour le reprendre plus tard. Il faudra que vous ayez à portée de main les documents de base de votre entité, notamment les copies des certificats d'enregistrement pour les organisations privées ou copies des lois et décrets pour les organisations publiques, des informations et données sur le régime de TVA qui est applicable à votre organisation, et enfin, une copie des statuts, notamment si votre entité déclare un statut à but non lucratif. Je le précise car je n'ai pas encore dit que ce PIC sera valable pour tout le programme Horizon 2020 et donc pour tous les projets auxquels votre organisation est susceptible de participer. Le numéro PIC est unique pour votre organisation et donc valable pour toute la durée du programme. Il y a une petite nuance cependant pour les PME. En effet, il faut au préalable vérifier que l'entité est bien qualifiée de PME selon les critères de la Commission européenne. Donc, ces critères, je les rappelle, vous pouvez aussi les retrouver dans le manuel en ligne Horizon 2020 où ils sont détaillés plus précisément. Donc, pour être qualifié de PME selon la Commission européenne, il faut avoir moins de 250 employés, un chiffre d'affaires annuel qui n'excède pas 50 millions d'euros ou un bilan annuel n'excédant pas 43 millions d'euros. Donc, pour enregistrer votre PME et obtenir ce statut de PME, un questionnaire d'auto-évaluation est mis à disposition des participants pour que vous puissiez évaluer vous-même si vous êtes une PME ou pas, selon les critères que j'expliquais. Ce questionnaire, accessible du coup sur le portable, est à compléter obligatoirement pour les PME qui souhaitent participer à des projets dans le cadre desquels ce statut de PME est un critère d'éligibilité. Je pense par exemple au call EIC, par exemple. À l'issue du questionnaire, il faut avoir obtenu un yes, c'est-à-dire une validation de votre statut de PME. J'attire votre attention aussi sur le fait que si votre entité n'a pas été reconnue PME pendant les 2 dernières années, le service ne vous autorisera pas à participer à une proposition sans compléter une nouvelle fois ce questionnaire. Dans le cas où le statut de PME n'est pas un critère d'éligibilité à un call, le questionnaire n'est pas obligatoire. Vous pouvez cependant tout à fait faire l'évaluation vous-même et vous déclarer comme PME. Donc, pour conclure sur ce PIC, je rappelle que ce PIC est une validation unique et pour toutes les entités qui participent et qui veulent soumettre des projets H2020 et valable pour toute la durée du programme. Et donc, sa validation commence uniquement lorsque la première proposition est positivement évaluée. Qu'est-ce que l'agence va faire lors de la validation de votre PIC? Elle va vérifier certains aspects et vous demander certains documents. Tout d'abord, elle va vérifier l'existence légale de votre entité. Ensuite, le statut H2020,
si ce que vous avez déclaré est bien le bon statut légal pour candidater à Horizon 2020. Le mandat du LEAR, L-E-A-R, j'y reviendrai plus tard. Il est le représentant légal de votre entité auprès de la Commission européenne. Et si nécessaire, la Commission européenne vérifiera la viabilité financière de votre entité. Je vous expliquerai plus tard dans quel cas cette viabilité financière est obligatoirement vérifiée. Pour cette validation, vous allez devoir fournir certains documents. Pour les individus, il faudra préparer une copie de la carte d'identité ou passeport ainsi qu'un document TVA. Pour les entités publiques, une copie de la résolution de la loi ou du décret de création de l'entité et les informations et données sur le régime de TVA. Et enfin, pour les entités privées, il vous faudra le document officiel prouvant le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement national de l'entreprise, ainsi que les documentations concernant le régime de TVA. J'attire votre attention sur le fait que ces documents doivent être récents, et notamment dans le cas des documents sur le régime de TVA, ils doivent dater de moins de 6 mois pour être acceptés par les services de vérification du PIC. Toutes ces communications-là, donc le chargement des documents que vous aurez à fournir, se fera en ligne sur le portail. Pour les PME, il y a des petites nuances dans la mesure où le statut de PME est un critère d'éligibilité. Dans ce cas, la Commission européenne ou l'agence exécutive vous demandera de fournir le bilan, compte de pertes et profits et effectifs exprimés en unités de travail annuelles. Si jamais votre PME est nouvellement créée et n'a pas encore de compte clos, la Commission européenne vous demandera une autodéclaration sous la forme d'un business plan effectué au cours de l'exercice financier. Et dans le cas où vous êtes une entreprise dont l'activité implique un marché à long terme, une déclaration de l'investissement effectué et du rendement probable attendu pour démontrer que malgré le manque de chiffre d'affaires, votre entreprise est engagée dans une activité économique. Voilà, donc une fois que le processus de validation est fini, vous recevrez un message des services de validation qui vous confirmera la validation de votre PIC. Donc, maintenant, après avoir expliqué les principes d'enregistrement individuel via votre compte EU Login et de votre entité via le numéro PIC, je vais vous expliquer les différents rôles à attribuer sur le portail. En effet, lorsque l'utilisateur se connecte avec ses identifiants, il faut savoir qu'il y a différents droits et accès qui vont dépendre des rôles qui vont lui être attribués au niveau de l'entité et au niveau du projet. Les rôles qui lui sont attribués au niveau de l'entité sont liés à votre organisation et aux données qui lui sont liées. Donc, c'est des rôles qui sont déconnectés des projets. Et il y a aussi des rôles qui seront attribués au niveau des projets, propres à chaque projet, et qui définissent les droits d'accès sur le portail dans la gestion des projets. Un utilisateur peut cumuler plusieurs rôles et tous les rôles sont liés au compte EU Login de l'utilisateur. Vous avez sur cette slide les principaux rôles que je vais vous présenter aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'autres, mais ceux-là sont les rôles minimaux qu'il vous faut connaître pour l'organisation et la gestion d'un projet. Donc, on retrouve à la verticale les rôles au niveau de l'organisation et les rôles au niveau du projet. Et une deuxième distinction est faite dans le cas où votre entité est coordinatrice d'un projet ou dans le cas où elle est simplement bénéficiaire du projet. Au niveau de l'entité, le rôle central est celui du LEAR, L-E-A-R, donc en anglais pour Legal Entity Authorized Representative. C'est la personne qui aura le rôle d'interface entre l'entité et la Commission européenne. Il va être nommé par le représentant légal de votre organisation à travers une procédure dédiée. Par la suite, c'est lui qui est responsable de la mise à jour de toutes les informations qui concernent son entité et des différents rôles qui lui sont liés. Par exemple,
c'est lui qui va procéder aux nominations sur le portail toujours des personnes qui auront les droits pour signer électroniquement les conventions de subvention, qu'on appelle les L-Sign, Legal Signatory, j'y reviendrai plus tard, et les personnes qui ont les droits pour signer les états financiers et donc les reportings financiers des projets, qu'on appelle les F-Sign, Financial Signatory, j'y reviendrai plus tard aussi. Donc le LIR est le seul à accéder à une vision d'ensemble sur tous les projets soumis par l'entité, les projets en cours de négociation ou de mise en œuvre et la gestion des rôles. Donc la gestion des rôles est quelque chose d'assez important en tant que LIR. Pour gérer les rôles, le LIR aura un espace dédié et il arrive sur une page où il peut voir tous les rôles donnés au nom de l'organisation. Afin de mettre à jour ses rôles, il peut cliquer sur Edit Organization Role. Il peut aussi révoquer une personne. Par exemple, si un représentant légal de votre entité a changé, le LIR a la capacité de révoquer l'ancienne personne et d'ajouter une nouvelle personne en tant que représentant légal. Ensuite, comme je vous le disais, le LIR va nommer les L-Sign, Legal Signatory et les F-Sign. Les L-Sign sont des personnes autorisées pour signer les conventions de subvention et les avenants à la convention de subvention. Les F-Sign sont les personnes autorisées pour la signature des états financiers. Donc ces deux rôles sont des rôles qui sont définis au niveau de l'entité, mais il va falloir qu'ils soient affectés à un projet pour qu'ils puissent signer une convention de subvention précise ou des états de financiers propres au projet. Et donc, chaque contact de projet va assigner un L-Sign et un F-Sign de son entité à un projet. Donc, c'est pourquoi une organisation va pouvoir avoir plusieurs L-Sign et plusieurs F-Sign. Généralement, dans les grosses organisations, dans les grands groupes, les L-Sign et F-Sign sont organisés par département, par exemple, ou par thématique. Il va y avoir un L-Sign et un F-Sign sur tous les projets concernant l'énergie, par exemple. J'en viens du coup au rôle au sein d'un projet. Et donc là, c'est du jargon un peu de la Commission européenne, puisqu'elle appelle les rôles principaux les COCO et les PACO. Les COCO sont donc les contacts du coordinateur, donc qui sont les contacts principaux de la Commission européenne sur le projet. Ce sont eux qui nomment et révoquent les contacts participants pour toutes les entités du consortium. Ils attribuent, ce sont eux qui attribuent les L-Sign et F-Sign de leur entité au projet. Et ils sont capables de modifier les documents du projet sur le portail et de soumettre la proposition, et puis dans le cadre de gestion de projet, les documents de reporting et les livrables à la Commission européenne. Les PACO, donc les contacts participants, sont les représentants des bénéficiaires dans le cadre du projet. Chaque bénéficiaire peut en avoir plusieurs par projet et ils peuvent se nommer et se révoquer l'un l'autre au sein de leur entité. Ce sont aussi eux, les PACO pour chaque bénéficiaire, qui attribuent le rôle de L-Sign et F-Sign de leur entité au projet. Dans le cadre de la gestion de projet, ils peuvent soumettre des travaux au coordinateur et modifier les documents du projet sur le portail. La différence entre le COCO et le PACO, c'est que seul le contact coordinateur peut soumettre des documents et interagir avec la Commission européenne. Donc pour conclure sur ces différents rôles, vous avez sur cette slide la configuration minimale des rôles pour un projet. Donc il vous faut au moins un contact coordinateur, au moins un contact PACO par bénéficiaire. Généralement, il y a plusieurs PACO dans un projet. Ensuite, un LIR par entité et un L-Sign et un F-Sign par entité. Une personne peut cumuler autant de rôles que nécessaire. Je pense notamment au cas d'un propriétaire d'une PME dont il est le seul employé. Cette personne pourra cumuler les rôles de contact participant, de LIR, de L-Sign et de F-Sign.
Et tous ces rôles sont donc liés à votre compte EU Login. Enfin, j'en viens à la vérification de la capacité financière dont je vous parlais tout à l'heure dans le cadre de la validation du PIC. Au moment de la préparation de la convention de subvention et avant d'octroyer le financement, la Commission européenne peut procéder à une vérification de la capacité financière d'un bénéficiaire. D'une manière générale, elle peut décider de vérifier la capacité financière de n'importe quel participant à Horizon 2020 sur la base du doute raisonnable. Néanmoins, cette vérification de la capacité financière est demandée systématiquement pour une entité qui est coordinatrice d'un projet dans le cadre d'une subvention qui est supérieure ou égale à 500 000 €. Sauf dans le cas où l'organisation coordinatrice est un organisme public, établissement d'enseignement supérieur ou organisation internationale garantie par un État membre ou un État associé. Concrètement, qu'est-ce que cette vérification de la capacité financière implique? Donc, la Commission européenne va évaluer la capacité financière d'une entité sur la base de différents critères. Tout d'abord, les liquidités, c'est-à-dire la capacité de l'entité à honorer ses engagements à court terme. Ensuite, l'autonomie financière, sa solvabilité, donc sa capacité à honorer ses engagements à moyen et long terme. Et enfin, la profitabilité, c'est-à-dire la capacité de l'organisation à générer des profits ou, à minima, sa capacité à s'autofinancer. Et donc, sur ces critères, la Commission européenne va établir des notes sous forme de ratio et au final, on obtiendra une note sur 10. Si vous avez une note entre 6 et 10, votre capacité financière sera définie comme bonne, good, et donc il n'y aura pas d'impact sur votre capacité à gérer un projet. Une note entre 4 et 5 vous donne le statut acceptable. Ça n'a pas non plus d'impact sur la gestion d'un projet. Si vous avez une note entre 1 et 3 sur 10, votre capacité financière sera identifiée comme étant faible, comme insuffisante. Et dans ce cas-là, il peut être demandé par la Commission européenne de changer le coordinateur du projet. Et la note de 0 entraîne une capacité financière faible. Et dans ce cas, le bénéficiaire ne peut normalement pas participer à un projet. Donc, ces résultats seront établis par la Commission européenne et vous serez informé via votre compte. Vous pouvez aussi, en amont, vérifier vous-même la capacité financière par une auto-évaluation. Il y a un outil qui permet de la tester. Il s'appelle le Financial Self-Check Tool. Et donc, lorsque vous disposerez des slides, vous pourrez cliquer sur le lien. Et on conseille fortement, lorsque vous êtes entité coordinatrice dans le cadre d'une proposition, de vérifier votre capacité à piloter le projet avant la soumission en utilisant ce Financial Self-Check Tool. Donc, je repasse maintenant la parole à Fabienne, qui va vous parler de la gestion électronique des projets sur le portail. Voilà, donc cette fois, c'est bon, je pense que je suis de nouveau connectée avec vous tous. Donc, je vous disais que je vais vous parler maintenant de la gestion électronique des projets, puisque c'est aussi sur ce portail qu'on va gérer électroniquement les projets. Donc là, on va dire que vous avez fait finalement le gros du boulot quand même, qui est quand même de gagner les propositions. C'est un niveau assez élevé, donc quand on est dans cette configuration, on a fait quand même un bon bout de chemin. Il reste quand même néanmoins à bien gérer, bien dérouler le projet. Donc, ce portail va vous servir donc pour mettre en place votre contrat
puisque depuis fort longtemps, il n'y a plus d'échange de papier entre les gagnants de projets européens et la Commission européenne. Tout est digitalisé et donc la signature des grant agreements, donc des contrats, se fait également par ce portail de manière électronique. Et en suivant, lorsque vous aurez démarré le projet, la gestion des livrables, le dépôt de livrables lorsqu'il s'agit bien entendu de rapports, de documents électroniques, donc tout se fait par ce portail. Et c'est aussi par ce portail que vous gérez les jalons du projet. Également, si vous souhaitez réaliser des amendements au contrat, ce qui est toujours possible pour diverses raisons, c'est également par ce portail que vous mettrez en place ces amendements. C'est aussi par ce portail que vous établirez une communication officielle, dirons-nous, avec le project officer. C'est très important que la commission souhaite en fait que les communications qui ont trait bien entendu au projet soient officialisées par ce portail, puisqu'on garde aussi l'historique des différents échanges. Au-delà d'un mail, bien sûr, que vous pouvez échanger avec votre project officer, eh bien, toutes les demandes officielles qui sont liées au contrat doivent passer par ce portail. Les livrables, je vous l'ai dit, donc c'est là que vous déposerez les rapports, notamment d'avancement et tout le reporting contractuel également. Lorsque vous allez remonter les dépenses à la commission par rapport à votre projet, eh bien c'est par ce portail que vous passerez. Donc, je vous propose maintenant une démonstration en live de ce qui se passe donc quand on a gagné un call et qu'on doit gérer le projet. Voilà, donc ici, je suis revenue sur la page du portail en m'enregistrant. Marion vous a montré comment vous enregistrez, comment vous créez votre EU login. Et donc, une fois que vous vous enregistrez, donc vous allez cliquer sur login. Ici, vous retrouvez ma signalétique. Eh bien, vous allez retrouver la même interface que celle que vous auriez sans EU login, en fait. Tout est reproduit à l'identique avec quand même cette fonctionnalité ici, Manage My Area, dont vous a parlé Marion, et qui, en fait, c'est votre espace personnel sur cet encart. Donc, vous avez des données liées à votre organisation, des données liées à vos grants, et des données liées à vos propositions et à vos projets. C'est ici que vous retrouvez toute cette information et c'est ici aussi que vous recevez les notifications formelles que pourra vous envoyer la Commission européenne pour certains projets ou propositions. Voilà, donc j'ai pris l'exemple de My Project, voilà. J'ai ici la liste de l'ensemble des projets qui ont été gagnés par Aerospace Valley, en l'occurrence, puisque j'agis pour cette fois-là pour le compte de mon entreprise qui est donc Aerospace Valley. Et donc c'est ici que je vais retrouver les infos sur les projets. Alors vous voyez qu'il y a toujours des rappels, le online manual toujours présent sur toutes les pages du portail. Le IT Tool aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça peut être très intéressant. C'est vraiment l'outil qui vous permet qui vous donne des aiguillages côté IT sur les screenshots, etc. que vous devez retrouver pour faire les différentes procédures. Voilà. Donc ici, je vais prendre un exemple sur un projet. Un projet. Voilà. Si vous cliquez sur ce projet que vous aurez gagné. Donc, quand vous gagnez, évidemment, toutes les données sont reportées sur votre espace. Excusez-moi, un petit problème de connexion. Voilà. Voilà. Donc ici, je retrouve, donc, en l'occurrence, il s'agit d'un projet Astropreneur que nous avons gagné donc sur les activités spatiales. Donc ici, je vais retrouver, en cliquant sur le projet, je vais retrouver les détails du projet, détails, voilà, les participants. J'ai un onglet spécifique pour le consortium. Ici, voilà, vous avez cette fonctionnalité Download Excel List. Ça vous permet d'avoir aussi des versions Excel de vos projets ou de vos propositions, des projets et propositions de votre entité. Et vous avez ici la donnée, l'icône important qui s'appelle Actions. Donc, si je clique sur Actions, c'est par là que je vais passer pour gérer mon projet. Donc, en cliquant sur Manage Your Project,
j'arrive sur cette page qui est dédiée à tout ce qui concerne les services du grant, la gestion des contrats, où vous avez donc ici, eh bien, de l'information sur le projet en question. Ici, une petite signalétique donc qui rappelle le call auquel il a répondu, le numéro du contrat, la durée, les montants du projet. Et vous avez ici sur cette page-là, sur ce carré ici, vous avez toute justement l'historique des différents process qui ont concerné votre projet. Vous avez par exemple ici tout ce qui concerne le reporting continu du projet, hein, puisque là, bien entendu, quand vous gagnez un projet à l'Europe, eh bien, l'Europe met en place une série de reporting avec des reporting périodes qui vont jalonner la mise en œuvre de votre projet. Si vous avez demandé un amendment, bien, il figurera également ici. Et pour chaque partie, vous avez un petit onglet qui vous montre en fait les process documents, tous les documents. Alors là, en l'occurrence, il n'y en a pas, mais les communications qui ont pu être échangées, bon, mauvais exemple, mauvaise pioche, il n'y en a pas, mais c'est ici, je vous disais qu'il faut passer par ce portail pour formaliser les échanges, les communications avec la commission. Eh bien, c'est là qu'elles figureront, ces communications, de manière formelle. Voilà, vous avez ici donc également toute une série, alors le rappel, hein, Communication Center, tous les documents liés au projet, les processus. Donc, et ici, je vais cliquer sur cet onglet, donc Latest Legal Data. Et là, j'ai à nouveau une autre page qui va s'ouvrir, normalement, et qui va donc me déployer toute une série de fonctionnalités sur le projet. Donc ici à nouveau le rappel des données clés, mais ici, vous voyez, tous ces onglets-là donc sont dédiés à comment dirais-je, une fonctionnalité de la gestion du projet. Ici, je vais retrouver toute l'info liée aux amendements. Ici, je vais trouver toute l'info liée aux bénéficiaires du projet, hein, à mes partenaires. En l'occurrence, il s'agit d'un projet qu'on coordonne, donc je vais retrouver toute l'info sur les partenaires, l'info générale sur le projet, tout ce qui est lié au reporting period que l'Europe aura mis en place pour mon projet, tout ce qui est lié au grant, au contrat, aux options du contrat, l'info financière, important également, c'est là qu'elle figure, hein, pour tout le rappel sur le budget du projet. Et ici, vous avez des onglets vraiment liés au Work Package, au livrable, au jalon. Donc, si je clique sur l'onglet Work Package, je vais retrouver ici toute l'info sur les Work Packages de mon projet, donc avec les infos principales. Et si je clique sur le premier Work Package, eh bien, je vais retrouver de l'info sur plus détaillée sur le contenu du Work Package, le contenu des livrables, voilà, etc. Donc, voilà pour cette partie-là. Ah oui, les livrables ici, pardon, ici, hop, vous voyez que vous pouvez, alors c'est c'est assez intuitif, hein, vous pouvez faire des liens en cliquant sur un livrable, ça va vous amener sur la page livrable. Voilà, donc ici, je vais sortir de cette page. Voilà. Donc vous avez donc c'est sur ces pages-là qu'il faudra activer, notamment pour mettre en place le contrat, puisqu'il y aura, si vous gagnez une certaine démarche à réaliser donc par le coordinateur toujours, hein, du projet, de mise en place du contrat. C'est-à-dire que vous aurez, bon, normalement vous aurez tout l'aiguillage qu'il vous faut de la commission pour ce faire, mais il vous faudra reporter de manière donc électronique l'information de la proposition sur cet espace Grant, reporter le détail des work packages, reporter les infos sur les livrables, etc. Et donc tout sera donc figé sur cette plateforme. Voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ces fonctionnalités contrat. Je vais revenir à la page précédente du portail, parce que quand même tout à l'heure dans ma présentation, j'ai oublié de vous mentionner qu'il y a ici un onglet support qui vous montre un petit peu tout
qui vous donne, vous liste tous les supports que vous pouvez dont vous pouvez bénéficier si vous vous intéressez à ces projets européens. Donc, vous voyez que vous pouvez même filtrer vos supports. Ici, vous voyez, vous avez encore des questions un peu populaires, hein, les questions fréquentes, on va dire, qui sont fréquemment posées par les participants. Le SME Self-Evaluation dont nous a parlé Marion est là également. Les National Contact Points, vous les avez ici aussi, hein, toute l'info, les supports donc des NCP. Voilà, donc c'est également là que vous avez tous les guides, les manuels. Le registre des facs, oui, je vous en parle aussi parce que c'est intéressant de savoir qu'il y a qu'on peut poser des questions sur notamment même sur les projets, sur les appels. Vous voyez, il y a des questions qui concernent précisément des calls. Donc c'est ici qu'ils sont recensés. Et vous pouvez également là trouver toutes les fonctionnalités sur les helpdesk et le IT helpdesk qui est ici. Si vous voulez poser voilà le réseau des NCP, le réseau Entreprise Europe également, qui est à votre disposition pour ces projets européens, le European IPR Helpdesk aussi, toutes les questions liées aux IPR sur ces projets européens. Voilà pour les supports dont j'ai oublié de vous parler tout à l'heure. Je vais maintenant switcher sur ma présentation. Voilà. Ma présentation, donc nous en avons pratiquement terminé. Juste un petit mot voilà, sur les documentations et guides. Donc voilà, cette présentation, bien sûr, vous sera envoyée hein, par nos confrères du PCN PME. Vous avez à chaque fois, pour chaque documentation et guide, hein, un lien hypertexte qui vous renvoie directement sur les documents, donc introduction sur les services proposés par ce portail, le manuel en ligne comme je vous ai parlé au début, très bien fait également et qui est toujours très utile dans ces process. Le détail sur les rôles et accès sur le portail dont nous a parlé Marion, les services de soumission également, toute l'info pour la soumission, comment est-ce qu'on soumet un projet électroniquement, la partie dédiée aux experts, le guide pour l'auto-évaluation des PME et enfin tout ce qui concerne les définitions réglementaires donc de la PME au sens européen du terme. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention. J'espère que vous aurez apprécié ce webinaire, que nous aurons été avec Marion assez clairs sur le fonctionnement. Vous avez ici donc l'intégralité des personnes qui constituent les PCN, PME, transport et Jurfin, toutes les personnes sur le territoire. Pour chacun des réseaux de PCN, vous avez les adresses génériques ici et nous sommes tous très organisés pour répondre à vos questions si vous nous contactez par ce biais. Voilà, je vais maintenant laisser la main à Jérôme pour administrer les questions si vous en avez eu durant le webinaire. Merci beaucoup Fabienne, merci Marion. Alors oui, je confirme, c'était totalement clair. N'empêche qu'il y a toujours des questions et on en est ravis, on est là pour ça. Alors je vais réactiver le son de Marion, comme ça Marion pourra aussi y répondre, sauf que peut-être que Marion, de l'autre côté, vous pouvez peut-être faire la manip aussi. Ça, c'est bon, voilà, c'est parfait. Donc Marion, Fabienne, les micros sont ouverts. Donc je vous pose les questions au fil de l'eau. Alors pour ceux qui n'ont pas forcément entendu les petites consignes en introduction, vous avez un petit module sur ce panneau de contrôle. Vous avez possibilité de poser vos questions à l'écrit. Je vais lire les questions à l'oral et puis la réponse viendra de Marion ou de Fabienne ou des deux en fonction du sujet. Alors, première question, si une mairie a fait participer un de ses services à H2020 par le passé, pourra-t-elle utiliser ce même PIC pour un autre de ses services? Oui, alors, mais Marion, je te laisse confirmer mon propos. Oui, tout à fait. Hein, le PIC, en fait, il y a un PIC par entité légale. Hein, donc, pour la mairie, il y aura un seul PIC. Et le PIC est valable pour la durée de programme cadre. En l'occurrence, nous sommes sur l'horizon 2020.
Je crois quand même pouvoir dire aussi qu'il y a une certaine filiation d'un programme cadre à l'autre. Pour l'avoir vécu chez Aerospace Valley, nous avions un PIC qui en fait donc a été créé sur le 7e PCRD, c'est le prédécesseur d'Horizon 2020, et ce PIC a naturellement transité sur Horizon 2020. Donc je pense que même d'un programme cadre à l'autre, ce PIC est toujours valable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est valable pour la durée du programme cadre et qu'il vous faut donc absolument regarder s'il y a déjà eu un PIC code attribué par le système donc de recherche de PIC que nous avons montré avec Marion. Voilà, oui, je rejoins Fabienne. Donc, il y a un PIC par organisation pour toute la durée du programme. Vous aurez sûrement le même PIC pour le programme suivant, mais pour l'instant, on n'a pas encore toute la configuration du futur programme. Si jamais vous avez un doute, donc n'hésitez pas à utiliser la recherche sur le Participant Register du PIC. Et dans le cas où, par inadvertance, vous auriez recréé un PIC sur une même organisation, vous pouvez contacter dans les services support le service informatique du portail Funding and Tender Opportunities qui réglera le problème avec vous pour que votre organisation n'ait qu'un seul PIC. Merci. Nouvelle question. Sur la plateforme, il existe également des proposal roles. En quoi consiste-t-il les rôles qui sont assignés? Alors, proposals role. Eh bien, en fait, alors si j'ai bien compris la question, mais Marion, tu confirmeras. Proposal role, c'est parce qu'effectivement, quand vous êtes invité à participer à une proposition, vous devez aussi définir des rôles pour plusieurs personnes dans votre entité. Donc, de mémoire, je crois qu'on a du main contact, du participant contact. Donc, en fait, ce sont des rôles que les personnes qui sont impliquées dans le montage de la proposition, même si vous êtes partenaire, hein, ça vaut pour le coordinateur, mais aussi pour les partenaires, eh bien, ces personnes doivent endosser des rôles. Donc, vous allez leur attribuer. Ça veut dire, par exemple, que sur une entité, vous pouvez avoir plusieurs personnes donc impliquées dans le montage d'une proposition. Donc, vous avez plutôt la personne qui est la personne en titre qui va gérer le montage de cette proposition, mais vous pouvez avoir d'autres personnes qui sont intéressées à la proposition et qui veulent en suivre le déroulement. C'est ainsi que je comprends la question, mais peut-être Marion, tu as des compléments. Oui, mais je l'ai compris de la même manière et effectivement, ma réponse est similaire. En fait, c'est des rôles qui vont être attribués au stade de la proposition uniquement et qui vont définir aussi le rôle du coordinateur, donc celui qui pourra soumettre électroniquement au final la proposition et tous ceux qui auront accès aux données de la proposition. Merci. Le document attestant le régime de TVA est-il une attestation signée par le représentant légal d'une organisation? Oui, ça peut là-dessus, en fait, vu que ces documents-là et les textes de la Commission européenne doivent concerner tous les pays de l'Union européenne qui ont parfois des régimes différents, ça peut être le cas. Très bien. Que se passe-t-il si un projet financé est interrompu en cours de route, pour X raisons? Alors, à ce moment-là, on met en place une terminaison du grant. Et là encore, donc, ça sera fait par ce portail. Hein, donc, un contrat, un grant, bon, je pense que c'est un cas de figure qui se présente rarement, mais il peut tout à fait arriver qu'on mette fin à un contrat. Donc tout ça, c'est prévu. Hein, il y a des termes du Grant Agreement qui prévoit ce cas de figure de terminaison. Et donc là encore, tout se passera par le portail et tous les documents donc liés à la terminaison de ce contrat seront tracés, produits et tracés sur l'interface du portail.
Mais il est tout à fait possible. Hein, il y a tout un tas d'amendements qui sont prévus pour le cas où le projet se déroulerait pas de façon nominale. Ça peut être par exemple parce qu'une société qui est partenaire du projet disparaît, ou voilà. Donc il y a tout un tas de provisions qui sont prévues dans le Grant Agreement et qui permettent de pallier à ces changements. Merci. Effectivement, dans le passé, il était possible de voir la liste des experts évaluateurs. C'était disponible sur le portail, avec notamment les établissements de rattachement lorsque c'était un chercheur public. Aujourd'hui, les listes ne sont plus accessibles. Est-ce que ces éléments-là apparaissent à nouveau aujourd'hui? C'est toujours intéressant, effectivement, de savoir si les chercheurs qui sont enregistrés sur ces listes. Oui, alors je confirme qu'il était possible d'avoir accès à ces listes d'experts. Je suis en train de vérifier en live si effectivement, j'imagine que la personne qui vous pose cette question a fait déjà la recherche, mais alors je sais pas si on peut voir mon écran. Il est totalement visible. Si, on peut voir. Voilà. Donc vous avez ici donc sur la partie expert. Normalement, ces listes, si elles doivent figurer, c'est ici qu'elles figurent. Vous voyez, donc vous avez cliqué sur expert et ici, normalement, alors si j'arrive à faire fonctionner le truc, voilà, ici vous avez normalement, alors je vais prendre la partie, voyons, Societal Challenges. Au hasard, je prends le Smart Green and Integrated Transport, qui est ma partie. Et ces listes, normalement, voilà, sont quand même toujours disponibles ici. Voilà. Sauf que, bien entendu, ici, vous avez la liste des experts qui ont évalué en 2018. La mise à jour est un peu lente. Donc ici, on s'arrête à 2018 et on voit cette liste avec les noms, les prénoms et le secteur d'expertise. Donc non, elles sont toujours disponibles. Voilà, mais ce qui est bien, c'est qu'elles ne sont pas, voilà, vous n'avez pas l'info en temps réel, bien sûr, puisqu'il faut le temps quand même que la commission mette en ligne toutes ces données. Oui, et effectivement, et pour compléter en fait la réponse, là, si vous avez vu sur le fichier Excel qu'a ouvert Fabienne, les informations disponibles ne contiennent plus que 3 champs et il y en avait plus avant. Et c'est probablement à cause du règlement général sur la protection des données. Mais en tout cas, oui, RGPD, ouais, c'est ça, qu'il y a moins d'informations disponibles. Très bien. Le programme Shift Rail fait-il partie d'H2020 ou s'agit-il d'un autre programme? Alors, le programme Shift Rail, c'est une GTI, c'est-à-dire c'est un partenariat public-privé qui est à la fois financé par la Commission européenne et par du financement privé. Donc, c'est pas à proprement parler programme à part entière d'Horizon 2020. Néanmoins, il fonctionne sur les modalités d'H2020 puisque les types d'actions du programme sont les mêmes. Donc, on va trouver des Innovation Action, des Research and Innovation Action, donc qui sont les fonctionnalités, les modalités d'Horizon 2020. Donc ici, normalement, vous devriez, parce que je connais très bien le programme Clean Sky, qui est un peu le pendant de Shift Rail, mais pour l'avion, alors que Shift Rail, comme son nom l'indique, c'est un programme sur le rail. Donc, normalement, vous avez tous les appels Shift Rail sont également sur ce portail. Je voulais essayer de vous les montrer. Je pense qu'on va faire peut-être une recherche par GTI. Ça devrait marcher, à moins que Marion, tu aies une réponse rapide là-dessus. Oui, j'ai la même réponse. En fait, effectivement, tous les programmes Shift to Rail ou Clean Sky avant avaient leur propre portail, mais petit à petit, la Commission a harmonisé les procédures pour tous les mettre sur le funding and tender. Voilà, alors, le problème, c'est que c'est super long. Voilà, je voudrais essayer de vous y amener directement.
Je voudrais essayer de vous y amener directement. Donc, Shift to Rail, ça doit être GTI. On va laisser ça comme ça. Alors, peut-être que les latences, quand même, hein, vous avez constaté, c'est un portail où il y a énormément d'informations. Donc, il y a des petits temps quand même de latence. Mais voilà, par exemple, là, j'ai pas le Shift to Rail, mais j'ai tout ce qui concerne les fuel cells and hydrogen, qui sont aussi un partenariat public-privé du style de Shift to Rail, qui apparaissent ici. Donc, avec un peu plus de temps, j'aurais pu vous montrer, mais je ne connais pas l'acronyme de Shift to Rail, ça doit être un S hein, quelque part. Hein. Peut-être Marion, si de ton côté tu arrives à avoir le... Parce que là, ça marche pas. Fabienne, je te laisse le temps peut-être de faire la manip, puis on va prendre Ouais, peut-être passe à la question suivante peut-être. alors, il y a une question, c'est alors j'ai plusieurs questions qui apparaissent à l'écran, donc j'ai en fusionné certaines. Ça fera du 3 en 1. Concernant la simulation de la viabilité financière, à quoi correspondent les critères de rentabilité 1 et 2, sachant que nous ne pouvons pas produire de revenus sur des projets européens? Alors en fait, surtout cette simulation financière dans le guide H2020 online manual, vous avez en fait un document qui vous explique exactement ce que la commission entend par tel ou tel critère. Et en fait, elle va pas vérifier, disons que les recettes effectivement sont interdites dans le cadre de projet H2020, mais elle veut vérifier en fait si votre entité est viable pour de temps en temps avancer les fonds, puisque H2020 fonctionne sur du remboursement de frais réels. Donc, si votre entité va être capable d'avancer les fonds qui vont vous permettre de mettre en œuvre le projet. Merci. Alors juste, pardon, excuse-moi Jérôme, pour revenir, pour clôturer la question précédente sur le rail, voilà, vous avez, je pense que vous voyez mon écran. Alors, vous voyez très simplement, hein, j'ai pas cherché à comprendre sur l'acronyme le libellé exact de la référence du col, mais j'ai tapé rail et rail, vous voyez, ça m'a amené effectivement en mettant le filtre quand même open, hein, en décochant le forthcoming et le closed, en mettant le filtre open, ça m'a amené directement sur les appels Shift to Rail. Donc l'acronyme était non pas GTI, mais S2R. Voilà. Très bien, merci Fabienne. Les rôles peuvent être cumulés sauf pour le COCO, ça c'est la question. Pourriez-vous rappeler la nuance? C'est-à-dire, puisque un contact coordinateur pourrait aussi très bien être le L-sign, le lire ou le F-sign de son entité. D'accord. Donc conclusion, tous les rôles peuvent être cumulés. Oui, voilà, il n'y a pas de souci. Si on prend l'exemple d'une PME, par exemple, une PME qui n'a pas énormément de personnes affectées sur ces affaires-là, eh bien, le dirigeant va endosser à la fois le rôle de legal signatory, de financial signatory, voilà, donc de lire aussi. Voilà, donc tous les rôles sont parfaitement cumulables par une même personne. Après, peut-être que la question était liée à quelque chose que j'ai dit. J'ai dit que les contacts coordinateurs avaient un accès spécifique. Et en fait, je voulais dire, c'est que quand on est contact coordinateur, on a des accès qui permettent de soumettre une proposition ou de soumettre des reportings techniques et financiers. Et ça, disons que c'est un accès que seulement ce rôle de contact coordinateur peut avoir. Très bien. Ensuite, il y a deux questions que je regroupe. Je vais tâcher d'y répondre en premier. Alors, ça concerne sur la fonction PCN. Et puis, je laisserai, bien entendu, Fabienne et Marion compléter si elles le souhaitent. Alors, première question, c'est est-ce que finalement les PCN peuvent aider une entreprise ou un consortium à trouver le bon call? Alors, oui. Y répondre clairement. Alors, il faut bien partir du principe que le projet doit être quand même assez bien défini pour identifier quel serait le call le plus intéressant, sachant que ça peut être dans les programmes de travail. Il y a aussi une question d'agenda entre des calls qui sont déjà passés, malheureusement, des calls ouverts et peut-être des calls qui seront ouverts, mais beaucoup plus tard. Donc, il y a aussi une question d'agenda à prendre en considération lors de la recommandation. Et deuxième question, est-ce que les PCN influencent ou encouragent l'enregistrement ou la nomination des experts évaluateurs français? Alors, encourage, ça c'est une évidence. Je pense que Fabienne tiendra le même discours que moi, à savoir très régulièrement, on rappelle que ça serait intéressant qu'il y ait plus d'experts évaluateurs français qui évaluent donc des projets européens, parce que c'est aussi formateur et puis c'est important pour la position française. En tout cas, en revanche,
il y a l'encouragement, de l'influence pour dire à la Commission européenne, prenez tel expert évaluateur. Ce n'est pas possible, ça c'est assez évident. Voilà, je te rejoins tout à fait, Jérôme. Donc oui, nous encourageons volontiers l'expertise française. Je rajouterais même l'expertise féminine française parce que dans le souci de respect de la parité que la Commission européenne met en place, eh bien, il manque beaucoup d'expertes évaluatrices. Donc les femmes sont particulièrement attendues sur ce registre. Effectivement, c'est important parce que tout ça concourt quand même à renforcer la position française dans ces programmes européens. Après, quant à dire qu'on souhaite que tel expert expertise cet appel, ça c'est évidemment absolument pas possible. Et je rajouterais que la Commission européenne est fait très attention justement au conflit d'intérêts et que donc voilà, il n'est pas possible de désigner ces experts. Je crois même que sur certains guichets, alors Jérôme, je parle sous ton contrôle là-dessus puisque c'était le cas dans l'instrument PME. J'ignore si c'est toujours possible dans l'EIC, d'écoles dédiées au PME. Il y avait la possibilité de réfuter en fait jusqu'à 3 experts. On ne voudrait pas 3 personnes que la PME ne pourrait pas voir dans le panel d'expertise. Je confirme, c'est bien le cas. C'est bien le cas. Voilà. Marion, des points à ajouter sur ces questions? Non, je tout à fait en phase avec les réponses qui ont été données. Autre question, est-ce que les projets H2020 peuvent être soumis au fil de l'eau ou bien y a-t-il un délai de soumission respecté? Là, on rebondit sur ce qu'on a dit précédemment. Il y a des échéances qu'on appelle les cut-off ou des appels à projets à respecter. Donc, il y avait une question de calendrier. Vous n'avez pas d'appel à projet, vous avez forcément des appels à projet avec une deadline à respecter. Il n'y a pas de fil de l'eau. Alors après, si on prend le cas d'un instrument qu'on connaît bien avec la casquette PME qui est l'ex-instrument PME qui s'appelle le IC Accélérateur, c'est pas du fil de l'eau, mais vous avez 4 cut-offs par an. Donc, c'est quasiment du fil de l'eau, j'ai envie de dire. Mais ça reste des échéances à respecter. Oui, d'ailleurs, voyez, si je montre là en ligne, je suis toujours restée sur les appels du rail, mais vous voyez qu'il y a toujours des deadlines. Alors, pour compléter ce qu'a dit Jérôme, donc je souscris totalement. Vous avez soit un modèle de deadline, vous avez une deadline fixe. Pour certains instruments comme le IC, vous avez donc plusieurs cut-offs. Et puis, vous avez pour certains appels une soumission en 2 étapes. Vous allez avoir parfois c'est pour ça que vous voyez ici, vous avez deadline modèle, vous avez single stage. C'est-à-dire que là, on répond en une fois. Pour certains appels, c'est le cas d'ailleurs dans le programme transport, vous avez beaucoup d'appels qui se déroulent en 2 étapes. Vous avez de 2 stages. Donc, vous faites un premier projet pour une deadline, un projet raccourci, on va dire, et si vous gagnez ce first stage, eh bien, vous êtes appelé à candidater pour le second stage. Mais là, c'est vraiment, il faut se référer au topic, au call. C'est vraiment très bien défini par la commission. Merci. On vient de purger l'intégralité des questions. Donc, je pense que c'est le moment de clôturer ce webinaire. Marion, Fabienne, Virginie, merci beaucoup pour l'organisation, pour le contenu bien entendu. Un petit rappel à nos participants, le support va vous être envoyé très prochainement, normalement dans la journée. Vous aurez également accès au replay si jamais les 12 voix de Fabienne, Virginie et Marion vous séduisent encore. Plus la tienne. Plus la mienne, mais elle est un peu moins séduisante, je l'avoue. Et concernant la parité, on est quand même largement... Ah oui, pour le coup. On est largement... Très bien. Merci à vous, bonne journée, bon après-midi, par avance, bon week-end et bon appétit. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.